Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Pendant 57 minutes, presque exactement, nous allons passer en revue les événements de la semaine écoulée. Alors, cette fois-ci, au menu, on va parler de maintien de l'ordre, on va parler d'un musée, on va parler d'assises et on va parler des vaccinations en fonction des communes. Un vaste programme donc. Et comme nous respectons les règles sanitaires, nous avons deux experts pour questionner deux responsables politiques. Les experts sont Vanessa Lullier, journaliste à BX1, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Edgar Cosma, auteur et chroniqueur. Bonjour, bienvenue Edgar. Bonjour, merci. Alors le 1er mai, c'est donc aujourd'hui, mais nous enregistrons cette émission la veille et nous nous demandons comment cette journée du 1er mai va-t-elle se passer. Avec cet afflux d'initiatives, de manifestations, comment les bourgmestres vont-ils parvenir à maintenir l'ordre ? Reportage sur la problématique de Still Standing for Culture et des manifestations culturelles avec Michel Gaillard et Anna Laouan. La place du temps libre se languit de public et d'animation. Pour l'instant, on ne peut y voir qu'une petite exposition. Mais dans quelques jours est prévu un spectacle extérieur avec du public. Nous gérerons ça dans les protocoles en vigueur, c'est-à-dire sur inscription, dans un accueil le plus serein possible et que normalement tout devrait bien se passer. Le centre culturel Wolubilis, notamment communal, est soutenu par sa tutelle qui s'appuie sur un cadre général fixé jeudi entre tous les bourgmestres de la capitale. On a décidé que ce type de manifestation devait être considéré comme des manifestations à caractère revendicatif, au sens où il y a un message qui est adressé aux autorités, et donc nous avons accepté que ce soit considéré comme des manifestations autorisées, mais avec une jauge limitée en principe, 50 participants. À Ixelles, le Styx et d'autres lieux annoncent aussi des activités dans le cadre de Still Standing for Culture. Le bourgmestre est prévenu, le mouvement lui paraît sous contrôle. Dans toutes les actions que j'ai reçues, chacun des auteurs prend lui-même des mesures de protection très importantes. Le nombre de personnes, le fait que ça ne dure pas longtemps, le fait qu'on ait le masque, qu'on ait vraiment un maximum de protection. Mais que se passera-t-il si le public ne respecte pas les distances ou que le nombre dépasse ce qui est autorisé ? La logique n'est pas de compter à 1 ou 2 près, c'est pas ça. On voit bien qu'il faut garder des distances, qu'il faut être prudent et qu'en même temps, il faut reprendre les activités et normaliser progressivement nos vies. Il y aura une forme de tolérance. Voulez-vous, on ne va pas commencer à aller dire à la police, intervenez, dispersez, s'il y a des refus d'obtempérer, on sait que le ton va monter. Sur l'ensemble de la région, ce sont 76 actions culturelles qui sont programmées jusqu'au 8 mai. Alors Vanessa Lullier, plutôt tolérance, en tout cas ces deux bourgmestres-là, ça va bien se passer à Woluwe-Saint-Lambert et à Ixelles. A priori, oui. Enfin, je pense que les gens qui vont venir voir, en tout cas, ou qui vont participer aux actions de Still Standing, ce sont majoritairement des gens qui ont l'habitude de fréquenter les lieux culturels et qui ont simplement envie que ça reprenne. Et personne n'a envie de mettre sa vie en danger ou de faire des choses qui ne respectent pas les règles pour l'instant. Ce qu'on a envie, c'est de voir un spectacle et de s'amuser et de voir de la culture. Donc je ne pense pas qu'il y aura des débordements par rapport à ça. Les débordements qu'il peut y avoir, c'est peut-être plutôt dans les événements qui ne sont non autorisés, au Bois de la Cambre ou ce genre de choses. Mais dans la partie Still Standing for Culture, je ne pense pas. Ensuite, les policiers, ils ne peuvent pas non plus se couper en 8 et être partout en même temps. Donc j'espère qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de soucis et que ça va bien se passer ce week-end et tout le reste de la semaine aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Edgar Cosma ? Comment vous voyez les choses ? C'est difficile de prédire, parce que vous demandez un peu une prévision. Comme Vanessa, j'ai l'impression que ce n'est pas très risqué. Là, j'imagine que tout ce qui est dans le protocole, ça, Still Standing for Culture, tout ça va être des choses l'après-midi, en extérieur. Peut-être les gens vont venir avec des enfants. Il y a des choses à l'intérieur aussi. Il y a du cinéma à l'intérieur, il y a du théâtre à l'intérieur. Ok, mais à mon avis, avec un protocole comme un truc très respecté, parce que c'est... Les théâtres, les cinémas n'ont vraiment aucun intérêt à ce que ça se passe mal, parce que d'une certaine manière, c'est un peu comme s'ils jouaient leur... Je ne vais pas dire une survie, c'est un grand mot, mais ils doivent vraiment prouver en une journée comme ça que ça se passe bien. C'est assez stressant pour eux. Comme dit Vanessa, c'est sûr que ça peut être plus dangereux là où ce n'est pas autorisé, ce qui permet d'avoir une grande réflexion sur les mesures. D'ailleurs, est-ce qu'il vaut pas mieux encadrer que toujours interdire ? Alors les gens font des trucs en stummelings, comme... On dit à Bruxelles. Eh bien, on va voir si on dit à Bruxelles exactement ça, en tout cas dans les milieux politiques, puisqu'on va accueillir nos deux invités politiques. Il y en a un du Nord et l'autre de l'Ouest, un bourgmestre dans l'opposition à la région et une députée dans la majorité partout. Un nouveau venu dans la politique active et une vice-présidente de fédération bruxelloise. On les accueille.
Donc avec nous aujourd'hui Christian Lamouline, bourgmestre CDH de Berchem-Saint-Agathe, bienvenue. Et par Skype, parce qu'elle est en quarantaine, Isabelle Emery, députée bruxelloise, vice-présidente de la Fédération bruxelloise du PS et l'Étendard-Lectoise. Bonjour à tous les deux, bonjour Isabelle. Bonjour. Et on va commencer par le bourgmestre, parce qu'il va un peu répondre, lui, en tant que bourgmestre, comment est-ce qu'il voit les choses. D'abord, il y a parmi ceux qui participent aux actions de Still Standing for Culture, il y a le centre culturel de Berchem-Saint-Agathe qui participe. Alors je suppose qu'ils sont venus vous demander une autorisation. Comment ça va se passer? Bien alors, en effet, j'ai appris que le centre culturel souhaitait participer à cette opération qui se fait un peu partout dans le pays. Donc moi, ce que j'ai fait comme bourgmestre, c'est que je suis responsable de la tranquillité publique. Et donc, j'ai demandé à rencontrer les responsables pour m'assurer qu'ils puissent bien respecter les règles sanitaires. C'est quelque chose qui se fait dehors, avec de l'espacement, avec des masques, et que les règles puissent être respectées. Ils m'ont assuré qu'ils allaient veiller à être très attentifs à ces questions-là. Et je rappelle que les règles permettent la manifestation de ses opinions, c'est autorisé, 50 personnes, c'est quelque chose qui est prévu. Et donc, en effet, je considère que cet événement qu'ils vont organiser rentre dans ce cadre-là. C'est une manif, quoi, finalement. Oui, c'est un événement dans lequel ils portent un message. Parce que ce que je crois qui est très important par rapport à ce type de choses, c'est d'abord d'anticiper un maximum ces événements-là, en rencontrant, en dialoguant, et d'essayer d'avancer dans le dialogue. Et puis surtout d'écouter le message. Parce que je crois que c'est important de se rendre compte que depuis maintenant plus d'1 an, on est dans une optique où on scrute les chiffres de la crise sanitaire. On axe sa politique par rapport à la capacité d'occupation des lits en soins intensifs. C'est une variable fondamentale avec tous les chiffres d'évolution. Et il y a tous des autres dimensions qu'on a mises un peu de côté, le bien-être psychologique, social, l'activité économique des gens, la culture. On a fait des différences entre ce qu'on dit essentiel et ce qui n'est pas essentiel, soi-disant, mais pour moi, toutes ces dimensions le sont aussi. Et donc, derrière ces manifestations, il y a l'expression d'un sentiment qu'il faut tenir compte de toutes les dimensions qui sont nécessaires pour la vie. Mais est-ce que vous allez envoyer vos policiers pour aller contrôler que ça se passe bien? Alors moi, je n'ai pas à envoyer de policiers, je suis responsable de la police administrative, pas du contrôle. Donc moi, j'ai rappelé aux organisateurs les règles à respecter, elles sont claires. Après, ce sera à la police à faire son travail. Et si elle constate des infractions, évidemment, à prendre ses responsabilités. Mais je plaide pour que ça se fasse dans le dialogue, que s'il y ait des rassemblements qui ne sont pas conformes, on procède à un dispersement dans le calme des groupes. Que des PV tout de suite, quoi. Oui, je crois qu'il faut le faire de manière compréhensive et souple. Alors, Isabelle Emery, comment vous voyez ça? Peut-être de manière un peu plus régionale, sur la responsabilité aussi de la région bruxelloise en matière de prévention et de sécurité. Comment ça doit se passer? Comment ce week-end doit se passer, à la fois avec ce qui se passe en matière culturelle et aussi au Bois de la Cambre? Bon, mais de toute façon, permettez-moi tout d'abord de revenir sur le mouvement Still Standing. Je pense que ce mouvement est naturel pour un secteur comme la culture, qui est un secteur qui s'interroge sur le monde, qui questionne les règles, qui questionne les décisions. Et donc, ce mouvement qui s'est mis en place, cette manifestation, je pense qu'elle est légitime. Maintenant, évidemment, il faudra que tout se passe bien ce week-end, parce qu'il faut quand même rappeler que lors d'un événement extrêmement dramatique qui a eu lieu d'ailleurs dans ma commune il y a très peu de temps, on s'est retrouvé avec une situation où il n'y avait plus qu'un lit de soins intensifs qui était disponible sur la région. Donc je pense qu'à travers ce mouvement citoyen qui est là et qui est légitime, il faut rappeler avec force à la fois au secteur culturel, à la fois aux jeunes qui ont envie de liberté, qu'il faut peut-être attendre encore un petit peu. On sait qu'on va pouvoir augmenter de 500 000 personnes par semaine le nombre de vaccinations. Donc on sait qu'on avance dans excusez-moi, la lutte contre l'épidémie. Mais quel est le message exactement, Isabelle Emery? C'est de ne pas aller dans les lieux culturels parce qu'il n'y a pas assez de place dans les soins intensifs et de ne pas aller au Bois de la Cambre? Pour être clair. Moi, je pense qu'on peut aller au Bois de la Cambre, mais pas en masse comme ça s'est produit pour la Boom 1.
Je préférerais aussi que les manifestations du secteur culturel se passent en extérieur pour éviter qu'il y ait des contagions qui puissent se produire. Donc oui, ces mouvements sont légitimes. On a envie de liberté, nos jeunes ont envie de liberté. J'ai un fils de 19 ans et je vois comme il a été très très malmené au niveau de ses études, comment il a des difficultés pour vivre sa vie sociale. Mais il faut vraiment, vraiment tenir un discours aux gens qui est celui de la prudence par rapport à l'épidémie, qui n'est pas du tout terminée, qui est encore là. Je lisais ce matin que l'Institut Pasteur parle d'une quatrième vague. Alors, c'est pas pour être pessimiste, mais les choses ne sont pas maîtrisées. Il faut être prudent, vous dites. Vanessa Lullier. Il y a quand même plusieurs choses qui ont été faites actuellement à l'étranger, plusieurs concerts-tests. Il y a des salles de spectacle aussi. Il y a eu des tests aux Pays-Bas qui ont été faits. Là, on voit depuis le début de la semaine aussi le test au KVS. Ça se passe bien et visiblement, tous les experts sont d'accord pour dire que dans une salle de théâtre, si les spectateurs sont assis avec un masque, ne parlent pas, il n'y a pas de danger. Oui, mais c'est pas autorisé. Non, pour l'instant. Mais par rapport à ce que disait Madame Emery, pourquoi ce n'est pas autorisé finalement, Isabelle Emery? Le PS est au gouvernement fédéral, le CDH n'y est pas. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas ces lieux qui sont finalement bien aérés et qui suivent des protocoles assez stricts? Alors, il faut saluer le travail des experts, le travail de toutes les personnes qui vont travailler au protocole. Mais il se fait qu'il y a eu donc une discussion, il y a eu des décisions qui sont sorties du dernier Codico et qui n'ont pas donné cette bouffée tant nécessaire d'oxygène au secteur culturel. Donc je pense que le travail à mener, et c'est celui sans doute de la ministre de la Culture, c'est d'aller convaincre que ce plan qui a été donc élaboré par les experts, par le secteur lui-même, est viable, qu'il repose donc sur un conditionnement de chiffres de vaccination et de contagion. Et donc, il faut aller convaincre et encore reconvaincre les partenaires pour que l'on puisse avancer. Ça, c'est vraiment le travail de la ministre de la Culture. Je pense que, par exemple, Caroline Désir, dans un autre secteur qui est le secteur donc, de l'enseignement, elle a pu faire en sorte, par son travail de conviction, à ce que les enfants puissent retourner en présentiel à 100% à partir du 10 mai. Donc là, il y a un travail à poursuivre. Donc je retiens un bon point pour Caroline Désir, qui est socialiste bruxelloise, et un mauvais point pour Bénédicte Linard, qui est écolo. Alors, Christian Lamouline, est-ce que c'est pas parce que finalement, on ne suit globalement pas assez les mesures sanitaires que ces chiffres ne baissent pas et que donc on recule toutes les ouvertures et tous les déconfinements? Alors, je crois qu'il y a clairement un gros enjeu auquel on fait face, c'est une perte d'adhésion auprès de la population, après autant de mois, après des décisions qui sont perçues souvent comme le fruit de marchandage politique avec des espoirs et puis qui sont douchés. Donc je trouve que tout ça, et les chiffres qui ont du mal évidemment à diminuer et à atteindre les objectifs qu'on s'était donnés, tout ça évidemment n'aide pas l'adhésion. Donc je crois qu'il y a un grand enjeu de ressusciter cette adhésion de la population par rapport aux mesures à prendre. Et à cet égard, moi j'ai été interpellé par cette carte blanche qui avait été rédigée par des épidémiologistes. Il y avait M. Klumec, M. Gilbert, Mme Belkir. Et dans cette carte blanche, ils plaidaient pour le fait de changer de paradigme et revenir à une situation dans laquelle on gère les risques, c'est-à-dire qu'on limite les risques qui sont pris et dans lesquels on apprend à vivre malgré le virus. Et par exemple, le CDH a déposé une proposition pour créer un label Covid Safe, et dont on pourrait veiller au respect, et les communes pourraient jouer un rôle par rapport à ça. Et donc je crois qu'il faut maintenant évoluer, et ça va aider à renforcer l'adhésion de la population vers un système dans lequel on apprend à vivre avec les risques. On limite au maximum les risques et on sait bien que les gestes barrières, la distanciation, le port du masque, être en plein air, c'est des facteurs positifs par rapport à ça. À l'intérieur, on peut aussi faire des choses avec des limites, mais je crois qu'il faut évoluer vers ce style de société-là parce que sinon, on ne va jamais sortir de cette crise et je crois que ça va être pire pour toute la pression qui est subie par l'ensemble de la population. C'est un peu ce que vous disiez, Edgar Cosma. Donc c'est un peu les mêmes règles pour tout le monde. Tout à fait, oui. Je trouve qu'il y a une grande injustice parce qu'ici, on demande à la culture de prouver absolument qu'ils sont Covid safe.
Là où depuis un an, on n'a jamais demandé à un Ikea, on n'a jamais mis des flics dans un Ikea. Est-ce que les gens se touchent? Est-ce que les gens se parlent? Jamais. On a fait confiance à l'économie, les yeux ouverts. Voilà, vous ouvrez, il y a des gens dans les centres commerciaux. Mais demain, on est en train de dire que des flics vont peut-être aller voir des endroits où il y a 50 personnes dehors avec des enfants. Ça, je trouve que cette image représente quand même bien ce qui se passe en Belgique depuis un an. Et on aurait très bien pu, depuis des mois et des mois, dire le lundi, c'est le jour des théâtres, le mardi, des Ikea, le mercredi, cinéma. Mais on a toujours dit non, c'est l'économie à 100%. Et aujourd'hui, la culture doit vraiment prouver, là où les autres, non, l'économie n'a pas dû prouver. Les magasins, je pense, dans City 2, n'ont pas eu des tests au niveau de la qualité de l'air, etc. Alors, je propose encore parler un peu du bois de la Cambre, parce que c'est quand même une question. Comment faire pour que ça ne se passe pas comme ça s'est passé la dernière fois? Christian Lamouline, rapidement, qu'est-ce que le bourgmestre de la ville de Bruxelles doit faire pour que ça se passe bien? Lui, il dit, on va envoyer des stewards, et c'est vraiment que si ça se passe mal qu'il faudra vraiment réagir. Qu'est-ce que vous dites, vous? Mais je crois en effet que la meilleure manière de gérer ça, et je suis tout cœur avec lui, parce que je sais que sa tâche n'est pas facile, comme bourgmestre de la ville de Bruxelles, c'est d'anticiper. Je trouve que lors de le premier événement, il y a eu un manque clair d'anticipation. Mais ici, on a eu un mois pour anticiper. Voilà, et donc envoyer la cavalerie, c'est jamais la bonne solution. Ça, c'est quand le reste n'a pas marché. Donc je trouve que les leçons ont été tirées des premiers événements, et je trouve que le dialogue et l'action en amont est la bonne manière de faire. Il faut vraiment pouvoir anticiper. Isabelle Emery, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire, ou qu'est-ce qui a déjà été fait d'après vos informations? Je pense qu'il faut avoir un dialogue avec les jeunes. Je crois que les parents doivent vraiment dire à leurs enfants, regardez vraiment ce qui se passe dans les soins de santé. On a tous des proches ou moins proches qui ont perdu la vie ou qui sont encore dans une longue convalescence à cause de la maladie. Donc je pense qu'il faut expliquer encore et encore, expliquer, comme je le disais, qu'on progresse dans la vaccination. Donc de semaine en semaine, on s'écarte de la contagion et de la maladie. Et donc ça, on doit faire passer tant et plus ce message auprès des jeunes et parfois des moins jeunes, parce qu'il n'y avait pas que des jeunes dans le bois de la Cambre. Alors vous me tendez la perche, on va parler des vaccinations, parce que quand même, les communes sont inégales devant la vaccination. Depuis lundi, on connaît les chiffres de vaccination commune par commune et classe d'âge par classe d'âge, et constat, on vaccine inégalement. Par exemple, lundi, les chiffres qu'on avait, c'est que Berchem-Saint-Agathe était, pour les plus de 65 ans, à plus de 76% déjà de vaccination. Anderlecht était à 65%. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder le reportage qu'on a réalisé à ce propos. À Saint-Gilles, le taux de vaccination des plus de 65 ans n'atteint pas 60%. La difficulté à toucher facilement la population fragilisée socio-économiquement n'explique pas tout. Saint-Gilles est aussi une des communes où la diversité socio-culturelle est l'une des plus fortes du pays. Une richesse qui peut aussi être un frein à la vaccination. On a chez nous une population portugaise importante, roumaine, polonaise, un peu de brésiliens. Et je pense que la solution consiste à approcher ce qu'on appellerait les influenceurs, les opinion makers, c'est-à-dire les gens qui parlent dans les associations, qui parlent éventuellement dans les lieux de culte, etc. Sensibiliser à la vaccination via des personnes influentes, une idée mise en pratique à la mosquée Al-Moutakin de Molenbeek. Ici, les imams peuvent réaliser des vidéos diffusées ensuite sur les réseaux sociaux. Tous les samedis, nous organisons une séance médicale où des médecins sont invités, des médecins de la communauté musulmane notamment, pour qu'ils puissent s'exprimer à la fois en arabe et en français. Et donc ces médecins sensibilisent à la vaccination, mais également donnent des petits conseils pour le mois du Ramadan. Mais c'est loin d'être la seule stratégie mise en place pour tenter de dépasser le taux de 62% de Molenbeekois de plus de 65 ans déjà vaccinés. À la commune, 10 personnes par jour sont aidées dans leur démarche via ce call center. L'occasion aussi de détecter d'autres explications à certaines réticences. C'est d'abord qu'on a des personnes qui demandent de pouvoir être vaccinées à domicile, des personnes qui jugent qu'elles ne savent pas bouger, malgré toutes nos propositions de transport gratuit. On a une difficulté lorsque c'est l'AstraZeneca qui est présent au centre de vaccination. On a là des gens qui reportent ou qui annulent leur rendez-vous. Autre phénomène qui expliquerait les difficultés à toucher plus facilement l'ensemble de la population, le fait que 40% des Bruxellois n'ont pas de médecin généraliste pour les motiver à se faire vacciner.
Alors Isabelle Emery, il y a une vraie inégalité, parce qu'il y a des communes où c'est beaucoup plus difficile d'obtenir ces bons chiffres. Or, il est important d'avoir uniformément sur toute la région des bons scores de vaccination pour chaque fois passer au stade suivant. Comment vous expliquez ça, Isabelle Emery ? Mais lorsqu'on regarde la carte avec les chiffres de la vaccination, effectivement, on voit qu'il y a une fracture et cette fracture, elle est socio-économique. Il est vrai que dans les communes comme Molenbeek, on a entendu le témoignage de la bourgmestre de Saint-Gilles ou encore de ma commune d'Indolec. Ou Saint-Josse même. Et de Saint-Josse aussi, oui, c'est le chiffre le moins bon. Eh bien, on se rend compte que cette fracture, elle suit la fracture socio-économique, numérique aussi, mais l'un va avec l'autre. Donc il est clair que dans ces communes-là, il faut booster et se rapprocher le plus possible de la population. Alors il y a des choses qui sont mises en œuvre au niveau de la COCOM, et puis chaque commune a ses objectifs particuliers. Donc pour aller au plus près de la population, il faut travailler avec des stands mobiles sur les marchés. Dans ma commune, il y aura donc un stand mobile au marché des abattoirs. Par exemple, il faut travailler sur les antennes décentralisées, celles qui s'occupent plus particulièrement des seniors, faire de l'affichage, aider les gens à prendre rendez-vous. Travailler aussi sur la langue. Je pense qu'il faut fournir l'information dans les différentes langues de la population. Donc on va travailler dans ma commune sur une traduction qui se base sur 8 langues. Donc il y a vraiment des choses à faire. On peut également sensibiliser par les pharmaciens, par les médecins. Donc il faut aller au plus près de cette population qui, malheureusement, n'a parfois pas les moyens techniques. Donc les ordinateurs, par exemple, quand je parlais de la fracture numérique, à sa disposition pour prendre des rendez-vous et prendre les renseignements nécessaires. Bon, il faut un coup de boost de toute façon. Alors Christian Lamouline, comment est-ce que vous expliquez que les chiffres de Berchem soient si bons ? Parce que vous n'êtes pas... On pense d'habitude plutôt d'Orghem, au lieu de Saint-Lambert, au lieu de Saint-Pierre, et pas tellement à Berchem-Saint-Agathe. Or, vous êtes 4e dans ce classement. Alors je me réjouis évidemment des chiffres dans notre commune parce qu'on est au-dessus de la moyenne pour les plus de 65 ans, mais également pour les plus de 18 ans, on est à dépasser les 30%, donc on est aussi bien classé par rapport à la moyenne régionale. Alors maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est pas une course à l'échalote. Le but n'est pas de faire mieux qu'une autre commune, le but c'est collectivement à Bruxelles, on soit capable de faire des bons et des progrès significatifs dans la vaccination, parce qu'on sait que la vaccination est une étape indispensable si on veut espérer pouvoir reprendre une vie plus normale que celle que nous avons maintenant. Alors maintenant, pour arriver à cela, je crois qu'il faut une bonne organisation des centres, mais ça en général, les centres de vaccination, je trouve, fonctionnent bien. Et puis, il faut que les autorités puissent se mouiller et s'investir pour convaincre les gens. Moi, je sais que par exemple, dans ma commune, j'ai écrit un courrier aux habitants pour les encourager à se faire vacciner. J'ai demandé un centre de vaccination qui est proche, il est très proche de la frontière de ma commune, et donc c'est facile pour les gens d'y aller. Nous avons pris en charge à Berchem-Saint-Agathe le déplacement des plus de 65 ans qui avaient du mal à se déplacer, et également les plus jeunes qui ont ces problèmes-là. On a fait une vidéo, j'ai fait une vidéo comme bourgmestre avec quelqu'un qui s'est fait vacciner. La COCOM l'a repris et l'a repartagé pour essayer d'expliquer que c'est pas compliqué de se faire vacciner et que ça apporte beaucoup de choses. Vous êtes vacciné ? Oui, j'ai eu ma première dose récemment. Vous n'avez pas fait de photo ? Vous n'avez pas fait de... Oui, j'ai fait une photo et je l'ai mis d'ailleurs sur le site Facebook de la commune il y a 2-3 jours pour bien montrer que je montre l'exemple. Et donc je crois qu'il faut se mouiller. On avait fait des courriers dans toutes les langues aussi lors de la première étape. Il faut vraiment en communication faire un effort parce qu'en plus vient s'ajouter à ça tous les problèmes autour de certains vaccins par rapport aux d'autres. Donc ça complique la tâche. Et donc il faut vraiment qu'on montre l'exemple et qu'on encourage les gens à faire le pas. Et vous, Isabelle Emery, vous êtes vaccinée aussi déjà ? Non, mais j'ai bientôt rendez-vous. Ah, ben voilà. Alors, Vanessa Didier, vous avez étudié ces chiffres et toutes les actions de sensibilisation faites dans les communes. En dehors de ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres pistes à suivre ? Mais là où la COCOM a été un petit peu lente au démarrage, c'était vraiment par rapport aux différentes langues. C'est vrai que Bruxelles, c'est une ville très cosmopolite, il y a 180 nationalités, et on a fait ils ont fait leur communication en français,
et en néerlandais. Et donc, les taux aussi peuvent s'expliquer par cette différence en fait, de langue. À Saint-Gilles, Charles Piquet le disait, les Roumains ou les Polonais, c'est difficile, ou même les Portugais, c'est difficile de les toucher parce qu'ils ne parlent pas cette langue. Donc là, maintenant, la COCOM a quand même décidé de faire des spots et des campagnes dans 18 langues différentes, et puis de faire des campagnes aussi de communication sur des radios communautaires pour aider les personnes comme Arabelle. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis après, il va falloir aussi déjà penser à la suite, c'est-à-dire aussi avec une communication, anticiper un peu, et avec une communication pour les plus jeunes, et quels sont les avantages. On a vu aussi sur les réseaux sociaux que, par exemple, la campagne, pour l'instant, jemevaccine.be, qui dit, voilà, si je veux retourner au restaurant, je dois me faire vacciner, elle ne remporte pas l'adhésion de tout le monde, parce qu'on a l'impression que ça fait un chantage. Donc il y a un moment donné, il faut quand même penser aussi à l'étape d'après, et j'espère que du coup, quand ça va arriver avec des quadras ou des trentenaires, on ne va pas avoir le même problème de convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Et en plus, à Bruxelles, ça avance vite. Comme il y a peu de plus de 50 qui se vaccinent, ça diminue très vite de semaine en semaine, les vaccinables. Edgar Cospin, vous aviez une réflexion là-dessus ? Justement, oui, une réflexion par rapport à ce que dit Vanessa, c'est pour un peu penser en dehors du paradigme Covid, en essayant... Ça sous-entend ce qu'elle vient de dire, qu'en fait, depuis 1989, finalement, on vit dans une région cosmopolite où les autorités n'arrivent pas vraiment à parler aux gens. Vous voyez, à part les francophones et les flamands. C'est quand même fou, parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, parce qu'il faut absolument que les gens soient vaccinés. Mais ça sous-entend quand même qu'il y a quand même une vraie réflexion à avoir dans la région pour pouvoir toucher une partie gigantesque de la population bruxelloise. Ça veut dire que depuis qu'il y a des élections, les décennies précédentes, en fait, les gens ne sont quasiment jamais touchés par les informations. Et il y a une autre question à propos du vaccin, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire entre les vaccinés et les non-vaccinés. Est-ce qu'on va accepter, par exemple, dans un resto, de se dire, ici, on n'ouvre qu'aux vaccinés? Est-ce que ça vous paraît une solution, ça, Christian Lamouline? Je crois qu'il faut agir avec prudence, puisqu'il y a un choix qui a été fait dans le pays de laisser la liberté de vaccination. Et donc, évidemment, si on a laissé la liberté de vaccination, il ne faut pas après pouvoir prendre des mesures qui viendraient à pénaliser ceux qui ne l'ont pas fait. Maintenant, dans l'idée d'avoir des lieux Covid-safe, je crois qu'il faut développer l'idée que tout le monde doit pouvoir soit se faire vacciner, soit se faire tester pour préserver les autres. Et à un moment donné, évidemment, on va avoir du mal à empêcher, avec le taux de vaccination qui progresse dans le pays, de ne pas redonner des libertés à certaines personnes. Donc il faut trouver, je crois, un équilibre de société, mais dans lequel on stigmatise personne. Chacun peut avoir sa place sur base de critères objectifs. Il y a l'exemple du Danemark, Isabelle Emery, où effectivement, soit on est vacciné, soit testé dans les 72 dernières heures, et alors on a accès aux lieux, cinéma, restaurants ou autres. Est-ce que c'est une solution pour vous, Isabelle Emery ? Mais tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la question, elle ne se posait pas jusqu'à présent, puisqu'on n'avait pas assez de vaccins. Donc, on ne se demandait pas ce qu'on allait faire avec les personnes qui ne voulaient pas se faire vacciner. Donc maintenant, avec la production et l'arrivée en suffisance, je l'espère, des vaccins, on va devoir à un moment donné répondre à cette question, que faire avec les personnes qui n'ont pas souhaité la vaccination. Alors, demander aux personnes de se faire tester avant de rentrer dans un lieu public, oui, pourquoi pas, mais ça engendre toute une organisation, ça engendre des coûts, je pense particulièrement au milieu culturel. Comment prendre cette prise en charge de manière technique et efficace. Voilà. Mais ce sont des questions qu'on va devoir mettre sur la table à un moment, ça c'est clair. Mais je dis ça parce que tout à l'heure on parlait de prévoir ce qui se passait entre le 1er avril et le 1er mai dans le bois de Lacan. Ici, c'est une question qui existe déjà au Danemark, en Israël. On va voir chez nous, ça va se passer dans quelques semaines. Christian Lamouline voulait réagir et après Vanessa Lillier. Oui, il y a des secteurs qui sont déjà fort adaptés. Moi, ce matin, j'ai été sur un tournage d'un film sur le territoire de Berchem-Saint-Agathe et je parlais avec l'équipe de tournage et donc ils m'expliquaient qu'ils avaient le masque. Évidemment, quand ils tournent les scènes, ils ne l'ont pas. Et quasi toutes les semaines ou tous les autant de jours, ils ont un test. D'ailleurs, la personne qui me parlait est partie 3 minutes, elle est revenue, elle a fait son test, des tests rapides. Donc, je veux dire, il y a moyen d'intégrer le testing pour ceux qui ne sont pas vaccinés
vaccinés dans les habitudes. Et c'est ça, si on veut reprendre, à donner une vie un peu normale, on doit apprendre à avoir un certain nombre de contraintes, c'est vrai, mais qui donnent des libertés par ailleurs. C'est peut-être une idée de faire tester ici à l'entrée du studio, Vanessa. Mais c'est quelque chose qui se fait pour les joueurs de foot professionnels depuis des mois. Pour le Tour de France, on l'a fait aussi. Et la France, là, vient aussi de décider de son pass Covid, puisque c'est soit avec un test négatif, soit avec le vaccin, soit avec un test sérologique on positif. prouve qu'on a déjà des anticorps, par exemple. Et ici, on attend et on dit on va voir ce que va décider l'Europe et on attend gentiment sans se poser la question pour pas faire de discrimination entre les gens. Ouais, ici, nous, on va pas attendre pour les têtes d'affiche. Je vous propose à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire en bien ou en mal. Et on va commencer par Isabelle Emery. Je vous propose Annelies Verlinden, la ministre de l'Intérieur, qui oublie les mesures sanitaires en salle de sport, Sébastien Pocognoli, qui est devenu entraîneur des U21 de l'Union Saint-Gilloise, Nadia Weintraub, une pianiste américaine détenue par erreur en centre fermé, ou Michael Decoq, le boss du KVS, qui a réussi son laboratoire théâtral anti-Covid. Qui choisissez-vous? Annelies, Sébastien, Nadia ou Michael? Il faut en choisir un. Ou une. Allez, je vais choisir Michael en solidarité avec le secteur culturel. Donc c'est l'expérience qu'a fait le KVS avec l'accord de la région flamande, de la communauté flamande. Et donc c'est le premier test qui s'est fait dans le pays. Est-ce que là on n'est pas en retard du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Ben non, parce que je viens d'apprendre aussi qu'il y a un test qui se fera à Spa. Donc... Et puis, il y a tous les autres tests qui vont suivre. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui se met en œuvre. Ça a été décidé au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne me souviens plus du nombre, mais plus d'une dizaine de tests répartis sur différentes expériences. Voilà. Donc, mais vous voulez surtout mettre en valeur le premier test, celui de Michael Decoq au KVS. C'est une réussite. Il a une portée symbolique et il est réussi. Et j'espère en tout cas que l'ensemble de ces tests pourra alimenter les protocoles futurs qui nous permettront, j'espère, mais vraiment, parce que je crois que le secteur a assez souffert, de réouvrir très très bientôt. Alors, vous, Christian Lamouline, je vous en propose 4 autres. Quentin Dujardin, le guitariste qui a le droit de jouer dans les églises selon le Conseil d'État. Sarah Halimi, victime d'un crime antisémite commis selon la justice française par un démon. Mathias Van Den Borre, député NVA agressé dans le quartier d'Essegem et qui l'a médiatisé. Ou enfin, Toet Stielemans, qui en 2022 célébrera, il sera évidemment plus là pour cela, mais les 100 ans de sa naissance par une grande expo. Alors, qui choisissez-vous? Quentin, Sarah, Mathias ou Toets? Je vais prendre Sarah Halimi. D'abord, c'est une femme et je trouve que quand il y a l'occasion, il faut mettre les femmes davantage en valeur. Et puis ici, ce qui s'est passé est particulièrement atroce et ça nous ramène à tout le débat sur l'antisémitisme, la haine et la violence qui peut se faire. Et donc, je trouve que voilà, c'est quelqu'un que je souhaite mettre à l'honneur. Et on parlera tout à l'heure du racisme et de l'antisémitisme à l'occasion des assises. Alors, je vous propose à tous les deux, mettant 5 infos de la semaine, laquelle vous a énervé ou ravi, et pourquoi. Tout d'abord, 2 Oscars pour un film belge, Sound of Metal. L'accord interprofessionnel qui était rompu, puis après, en fin de semaine, on le relance, mais ça a l'air quand même assez difficile. Biden qui reconnaît le génocide arménien. Les primes Tetra qui ne sont pas accessibles à tous, ou la reprise du présentiel dans le secondaire le 10 mai. Christian Lamouline, qu'est-ce que vous choisissez de commenter? Il faut en choisir un, c'est ça? Oui. Alors, je vais prendre la reconnaissance par Biden du génocide arménien. Je trouve que c'est un geste courageux. Je trouve que le nouveau président américain arrive dans ses 100 jours. Il a, je trouve, déjà un bon bilan et il va arriver progressivement à faire oublier les frasques et ce qui s'est passé durant l'ère de son prédécesseur. Et donc, par rapport au génocide arménien, je trouve que c'est un geste important qu'il fallait faire. Et il l'a fait, et donc c'est tout à son honneur. Alors vous, Isabelle Emery, parmi ces 5 infos, laquelle choisissez-vous de commenter? Alors, puisque j'ai déjà eu l'occasion de commenter celle du retour en présentiel des enfants de 10, je vais mettre de côté, je l'ai déjà dit. Et c'est incontestablement parmi les autres
l'échec des négociations sur l'accord interprofessionnel, parce qu'on sait très bien que, notamment dans la grande distribution, la crise a permis de faire des bénéfices conséquents. Et quand on voit ce que le patronat met dans la balance du côté des travailleurs, on est scandalisé, vraiment scandalisé. On a l'impression que ça va quand même être difficile au gouvernement fédéral de trouver un accord entre socialistes et libéraux. On a l'impression que les deux partis sont vraiment sur des planètes différentes. Ce sera au ministre d'Hermann d'essayer en tout cas de trouver une juste mesure qui satisfasse ces deux parties. Mais en tout cas, de notre côté, il faut absolument que les travailleurs puissent avoir un bénéfice conséquent du travail qu'ils ont livré durant toute la crise, et ce qui est mis sur la table n'est absolument pas concevable. Après, j'espère que le ministre pourra modifier donc cet équilibre. Merci à tous les deux d'avoir participé déjà à cette rubrique des 5 infos de la semaine et des portraits. Et on revient à nos sujets de la semaine. Et on a fait tout à l'heure écho à l'antisémitisme avec le cas de Sarah Halimi. Mais souvenez-vous, à Durban, il y a 20 ans, les États s'étaient mis d'accord pour établir des plans nationaux pour réaliser enfin la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre la xénophobie. Et 20 ans plus tard, la région bruxelloise et les autres entités fédérées belges se réveillent et lancent des assises à ce sujet. Reportage, c'était jeudi au Parlement bruxellois. Pour cette séance inaugurale des premières assises de lutte contre le racisme, l'hémicycle accueille des parlementaires, mais aussi des experts et des organisations issues de la société civile qui luttent au quotidien contre les discriminations. Parmi ces représentants, Maggie, ravie de faire partie de l'aventure. J'ai grandi à Bruxelles, j'ai vécu le racisme, et donc pour moi c'est vraiment un premier pas vers le changement. Mais il ne suffit pas de seulement constater qu'il y a un problème. Maintenant, il faut réellement agir et prendre ce plan qui sera vraiment la première étape pour une nouvelle société plus inclusive. Un racisme qui peut prendre plusieurs dimensions. C'est pourquoi le travail se fera au sein de différentes commissions. Logement, mobilité, santé ou encore emploi. Aujourd'hui, les plus récentes statistiques nous montrent qu'en Belgique, les personnes d'origine étrangère ont le taux d'employabilité le plus bas. Et c'est le taux d'employabilité le plus bas de toute l'Europe. Et c'est très grave parce que nous sommes la capitale européenne et donc on doit être un exemple. Donc ça prouve bien qu'il y a encore un problème au niveau des politiques. Comprendre ce qui permet ces comportements racistes et puis surtout lutter contre en apportant des solutions. Tel est bien le défi de ces assises, très précieuses pour préparer le prochain plan d'action régional. C'est un vrai travail de fond qui sera mené pendant plusieurs semaines avec tous ces experts de terrain qui ont une vraie connaissance fine des discriminations que peuvent subir de nombreux Bruxellois et Bruxelloises. Et donc ces recommandations, le gouvernement les prendra en considération et feront partie de notre plan bruxellois de lutte contre le racisme. 40 ans après l'adoption de la loi Moreau contre le racisme et 20 ans après la conférence mondiale de Durban, 8 séances vont constituer ces premières assises bruxelloises de lutte contre le racisme. Des travaux qui seront transmis sur les réseaux sociaux du Parlement bruxellois. Et on en verra la clôture lors d'une séance publique sur BX1 aussi, bien sûr. Alors Isabelle Emery, pourquoi est-ce qu'on a mis tellement de temps à s'intéresser à ce plan d'action contre le racisme à Bruxelles ? Tellement de temps, je veux quand même vous rappeler que, ça a été rappelé d'ailleurs dans le reportage, on fête les 40 ans de la loi Moreau, qui est quand même une loi qui compte dans ce paysage de lutte contre le racisme. Maintenant, ce qui est grave, c'est que 40 ans après, on constate encore toutes les inégalités et toutes les atteintes à ce droit donc, à l'égalité. Donc les assises qui sont une initiative du Parlement, et je suis très fière que le président de ce Parlement, Rachid Madran, ait pu mettre au point toute cette procédure qui va s'engager maintenant sur plusieurs mois. Parce que les constats faits, on se rend compte qu'il faut à nouveau arriver avec un arsenal de recommandations qu'on va muer donc, en un plan. Maintenant, je suis aussi parlementaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc on sort un peu des compétences, j'aimerais un peu sortir là des compétences de la région.
Mais il y a des recommandations qui vont devoir se faire dans l'atteinte au droit au logement, dans l'atteinte au droit à l'emploi. Mais il y a aussi tout un travail, je pense, éducatif qui doit être mené au sein des écoles et qui est important aussi dans la lutte contre le racisme. Alors donc il a fallu 20 ans pour que le Parlement bruxellois embraye. J'ai bien compris, vous aviez dit que voilà, c'était le moment que ça prenait. Et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il s'en occupe quand alors avec le gouvernement de la Fédération? Est-ce qu'il y a déjà des dates? Puisque vous dites très justement qu'il faut penser à l'éducation. Alors, il n'y a pas encore de date, mais vous pouvez nous faire confiance. Je pense que c'est un dossier sur lequel on a envie de compter également au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et sans doute que des chantiers seront ouverts très, très, très prochainement. Je crois qu'on y travaille déjà beaucoup en matière scolaire. Alors, Christian Lamouline, ces assises, bonne idée, en retard ou comment voyez-vous ça, vous, de votre poste de mailleur de Berchem-Sainte-Agathe? Alors, je trouve que c'est essentiel de travailler sur le racisme. Ce qui m'affecte beaucoup, c'est qu'on est en 2021 et il faut qu'aujourd'hui on puisse encore faire des états des lieux, prendre des mesures, des réflexions dans les domaines de société, là où le racisme se traduit. Je trouve ça très, très, très triste, mais donc c'est très bien qu'on le fasse, je m'en réjouis. Maintenant, je crois que la problématique dépasse la question du racisme, c'est la lutte contre toutes les discriminations. Moi, la lutte contre les discriminations fait partie vraiment de mon engagement politique. Et donc, moi, je crois qu'on doit vraiment travailler sur toutes les thématiques et tous les sujets. Donc, moi, mon souhait est un peu d'élargir. Donc, je trouve que c'est une bonne initiative, mais il faudrait l'élargir de manière plus globale. Maintenant, je voulais prendre un peu de recul parce que je trouve que quelque chose qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre société et m'interpelle et m'inquiète fortement, c'est la haine et les discours haineux. Et le racisme se nourrit de cette haine. Et quand on voit que des politiques de haut niveau, on a vu avec Trump, on a vu avec d'autres responsables, on le voit encore au Brésil, sont des responsables qui utilisent des discours dans lesquels on attise la haine. Quand on voit, je voyais ce qui est arrivé à Georges d'Allemagne hier ou avant-hier, qui a pris position sur la vaccination obligatoire pour des professions en contact avec des personnes à risque, et qui après a vu un déchaînement de conspirationnistes QAnon sur les réseaux sociaux avec de la haine à son égard et des menaces, je trouve ça très dangereux. Et donc je trouve qu'au-delà du racisme, de la lutte contre les discriminations, le discours haineux prend de plus en plus une place dans la société. C'est illégal, ça, c'est simple, c'est illégal. Oui, c'est ça, mais donc il faut s'attaquer à cela et punir effectivement. Mais pourquoi on ne s'en sort pas, Edgar Cosma, de ces problématiques? C'est difficile à dire, je suis assez d'accord avec ce que dit M. Lamouline. C'est vrai que pourquoi essayer finalement de refaire des assises qui ont l'air de ressembler à vouloir comprendre Je pense que toutes les études sur les discriminations sociologiques et tout existent et qu'il y a aussi, parallèlement à ça, des lois. Donc, j'ai l'impression que tous les outils théoriques et législatifs sont là. Et là, je ne comprends pas encore très bien, mais pourquoi le Parlement veut recommencer un peu à zéro pour essayer de recomprendre. Okay, il y a sûrement beaucoup d'actions à faire, certainement au niveau de l'éducation. J'ai l'impression qu'on serait plus normalement dans des actions que... Mais peut-être Isabelle Emery peut répondre. Oui. Sur une des commissions à laquelle vous participez, quel boulot y a-t-il à faire de manière concrète et qui n'aurait pas été fait avant? Oui. Peut-être pour réagir à ce que M. Cosma disait, c'est vrai, il y a un plan qui était existant et d'ailleurs nous en avons eu un bilan lors de la séance inaugurale de jeudi, mais on voit que ce plan n'est pas assez transversal et qu'il préconise, et donc c'est le consultant qui le dit, et c'est ce qui va être fait, on préconise de travailler sur un chapelet de compétences, raison pour laquelle plusieurs commissions seront impactées par le travail. Je pense notamment à celle que je préside, qui est la commission du développement territorial, où on va travailler sur l'espace public, l'urbanisme et la mobilité, mais d'autres commissions donc travailleront le logement. Mais Isabelle Emery, très concrètement, donc, dans votre commission par exemple, quel texte on pourrait faire qui pourrait améliorer la lutte contre le racisme? C'est intéressant de savoir ça. Je ne vais pas préjuger sur le travail des panels qui vont se mettre en œuvre, mais je pense par exemple à tout l'aspect décolonisation de l'espace public. Voilà. Ça, c'est typiquement, je pense, un thème qui sera mis sur la table. Et c'est quelque chose dont vous n'aviez jamais parlé dans cette commission avant? On en parle à travers les questions, à travers les interpellations, mais on n'a
pas fait un travail de recommandation encore véritablement sur le sujet. Vanessa Lullier. Oui, enfin, je pense qu'effectivement, il y a tout un côté symbolique dans ce que vous dites par rapport à la décolonisation de l'espace public, mais je pense qu'il y a surtout un travail, comme vous le disiez tout à l'heure, d'éducation, et que ça va d'abord passer par ce qu'il n'y ait plus d'école avec un ghetto, entre guillemets, et qu'il y ait une plus grande mixité déjà au sein de l'école, dès la maternelle, même au sein des crèches si possible. C'est surtout par là que ça va passer. Et finalement, comme disait Edgar tout à l'heure, le Parlement ne va faire que des constats qu'on connaît tous depuis 20 ans, alors qu'il faut passer à l'action et avoir des choses concrètes. Mais changer les mentalités, on le sait tous, c'est ce qu'il y a de plus difficile de toute façon. Voilà, donc... on parle de 2 mois de travail, il y aura un plan d'action, on verra donc les choses très concrètes rapidement, Isabelle Emery, hein. C'est jusqu'à la fin juin. Oui, bien sûr, parce que donc en juin, donc si je regarde oui, donc en fait la séance de clôture aura lieu en juin, donc clôture avec la présentation des recommandations qui seront envoyées au gouvernement pour donc retravailler le plan de lutte régional et à partir de là travailler aussi à l'intégrer dans le plan interfédéral. Parce que, comme vous le dites, je pense que c'est un travail transversal au niveau de la région, mais c'est aussi un travail de l'ensemble des composantes du pays. Oui, donc on verra ce que donnera aussi ce plan au niveau national, fédéral, comme vous le dites très bien. Je vous propose de parler d'un autre problème, rien à voir, mais on revient un peu dans la culture. Et notre graphiste Coucou Charles s'est intéressé à une nouvelle statue équestre. Et pourquoi ne pas mettre le chat à la place de quelqu'un, par exemple, comme Léopold II? Voilà, donc lui, il a mis le chat sur un cheval, en tout cas. Et tous les deux sont mis en question. On parlait de la décolonisation de l'espace public. Léopold II, donc pour ses exactions au Congo, et maintenant, un musée du chat ou pas, au moment où Philippe Geluck voit son projet de musée du dessin d'humour commencer à se concrétiser. Une pétition d'artistes et d'acteurs du monde culturel, déjà plus de 3000 signatures, demande à la région bruxelloise de se retirer de ce projet et de se consacrer plutôt à l'art moderne. Alors donc, ce que ça veut dire, c'est que beaucoup n'en veulent pas de ce musée du chat, comme le montre cette double page parue vendredi dans le Soir. Et Philippe Geluck a décidé de réagir. Dès vendredi matin, il répondait à ses détracteurs en disant « Je suis un peu éberlué et profondément attristé par cette déferlante de dénigrement. Le musée du chat et du dessin d'humour est annoncé publiquement depuis 2015 et n'a jamais rencontré d'opposition jusqu'à aujourd'hui. Au contraire, Bruxelles semblait se réjouir qu'un lieu culturel populaire puisse attirer un public nombreux et renouvelé dans le quartier des musées. Je ne souhaite pas répondre à des personnes qui répandent des allégations mensongères sur mon travail et mon éthique. » Alors Edgar Cosma, cette idée de musée du chat, ça vous ravit ou ça vous énerve, cette pétition? Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, ça me ravit parce que ce n'est pas le musée du chat. Déjà, ça me ravit parce que c'est le musée du dessin de presse, plutôt. Alors, c'est vrai que connaissant la personnalité de Philippe Geluck, certainement, voilà, il s'investit très fort dans le truc. Il y aura une pièce pour le chat et tout, certes et tout, mais j'ai pas à me prononcer ici pour la qualité de son travail. Vous l'avez dit qu'on a fait un raccourci en disant musée du chat. D'abord, c'est déjà un très gros raccourci. C'est-à-dire que les gens qui font j'ai lu cette pétition, il y a un énorme raccourci parce que c'est de la manipulation de ne pas le mentionner, ça. Parce que c'est quand même surtout le musée du dessin de presse, c'est à Bruxelles avec l'histoire qu'on a avec des bédistes, avec les crolls et tout, ça a vraiment du sens. Puis je pense que moi, je suis plutôt pour un musée populaire. Quand on se souvient, il y a 10-15 ans, quand le musée Magritte a ouvert, c'était la folie pour tout le temps complet. Ça crée une effervescence, c'est quand même sympa. Après, je pense qu'on peut discuter un peu sur les trucs privés et tout, mais vraiment sur la nécessité d'avoir ce tel musée. Je crois que ça n'a pas de sens parce qu'on peut avoir dans une grande ville et un musée d'art moderne et un musée de dessin de presse. En fait, dans une ville aussi grande que Bruxelles, on devrait même avoir beaucoup plus de musées. Donc, ça n'a pas de sens de choisir celui-là ou celui-là. On devrait en avoir de toute façon plus que ces deux-là. C'est vrai, mais en l'occurrence, il n'y a plus de musée d'art moderne. Vanessa Lullier, vous, ça vous énervait aussi? Ah oui, cette moi, pétition. Ça m'a vraiment énervé. Alors, le musée du chat et du dessin humoristique, je crois que c'est même plus large que le dessin de presse. Bah oui, enfin pourquoi pas? Où est le problème? Et après, comment on peut juger aussi de la qualité d'un travail? Qu'est-ce qui est de l'art? Qu'est-ce qui n'est pas de l'art? Moi, il y a des peintres ou des sculptures contemporaines qui ne me parlent pas du tout, où je ne comprends pas ce que l'artiste veut dire.
Voilà, alors je dis pas que j'aime tous les dessins de Gueluc, mais c'est de l'art aussi, de la même manière. C'est comme si c'est le même dénigrement que pour la comédie dans le cinéma. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'agace parce que ça marche et parce que c'est populaire, ça serait pas de l'art. Donc non, je pense pas. Et puis après, comme dit Edgar, il peut y avoir de la place pour plusieurs musées. Et en plus, ils attaquent quelque chose qui est ce musée d'art moderne qui dépend du fédéral et pas de la région bruxelloise. La région bruxelloise, elle a investi dans Canal. Oui, pour un musée d'art contemporain. Pour l'art contemporain, elle a proposé au fédéral de mettre l'art moderne dedans, et pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Alors, Christian Lamouline, est-ce que la région a raison d'investir dans un projet privé comme celui-là ? Alors, moi, je suis plutôt pour, parce que je trouve qu'il est indéniable que d'abord, le chat, pour prendre cela, a rejoint notre patrimoine. Moi, il me fait rire, et par les moments difficiles qu'on traverse, ça fait toujours du bien dans la presse de les lire. Et au-delà du chat, en effet, quand on parle du dessin de presse, c'est quelque chose de très important, parce que ça permet d'avoir un recul par rapport à l'actualité, de mettre en lumière certaines choses, de porter éventuellement des choses en dérision. Et on a vu dans les années qui ont précédé à quel point c'est important de défendre la liberté d'expression, y compris en termes de dessins qui peuvent être faits. Donc je trouve que ça c'est bien. Alors maintenant notre patrimoine est riche évidemment, le dessin de presse ou le chat c'est une des parties, il y a des tas de choses à mettre en lumière dans le patrimoine et j'avoue que je suis moi beaucoup plus interpellé par le fait qu'on n'ait toujours pas de musée d'art moderne au fédéral. Ces activités ont été suspendues en 2011, il y a près de 10 ans, ça devait être temporaire et donc je crois en effet qu'il faut plutôt se doter d'une diversité de musées et l'absence de musée d'art moderne pour moi est un gros problème. Et alors je conclurai en disant en boutade, parce que j'ai vu qu'il y a aussi des riverains qui ont des objections que s'il y a un problème, moi je peux regarder à Berchem-Saint-Agathe si on ne peut pas trouver un espace pour héberger le musée, le cas échéant. Voilà une bonne proposition. Alors Isabelle Emery, j'ai l'impression que vous allez du même avis que nos trois autres interlocuteurs. Vous trouvez que c'est plutôt une bonne idée que la région s'investisse dans ce projet ? En effet, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de polémiques sur ce plateau cet après-midi. Donc, comme vos experts l'ont rappelé, c'est le musée, c'est pas que le musée du chat, hein, c'est un musée de l'humour, du dessin de presse, de la satire aussi. Et donc, c'est important de le souligner. Et finalement aussi, ce qui est intéressant avec cette mixité, c'est que le chat et l'œuvre de Philippe Gueluc peut être aussi un produit d'appel pour de jeunes talents ou confirmés, mais moins connus, qui seront également hébergés dans des expositions qui, si je suis bien informée, changeront tous les 6 mois. Et donc, on aura aussi cette manière de voir converger un public très diversifié vers des choses qu'il connaît moins. Alors, non, ne boudons pas le plaisir aussi d'avoir une culture populaire et on peut interroger les gens autour de soi. On aime le chat. Il y a quelque chose qui se dégage du travail de Philippe Gueluc et que les gens aiment. Et puis aussi, ça n'est pas négligeable, le musée du chat, lorsqu'il sera réalisé, va drainer beaucoup de public. Hein. Et donc, c'est important aussi à Bruxelles d'avoir dans ce pôle touristique et culturel cette abondance de public avec toute sa diversité. Pourquoi ? Parce que ça donne de l'emploi, ça permet à l'économie bruxelloise aussi de tourner et on en aura drôlement besoin une fois que le confinement sera passé. Derrière. Ouais. Mais en tout cas, Philippe Gueluc sera ravi d'entendre tous les avis ici. On le salue. On termine l'émission avec les coups de cœur. Vanessa, vous vouliez parler d'un des endroits concernés par le Still-Standing for Culture. De quoi s'agit-il ? Oui, tout à fait. Alors, au Théâtre de la Toison d'Or, alors est-ce que c'est de la culture ? Certains vont peut-être se poser la question, mais bref. Donc, il y a Fanny Ruet qui monte sur scène, cette jeune humoriste qui fait donc un one-woman show avec le 1er mai, donc à 19h. Alors, elle a un humour très pinçant, très grinçant, vraiment dynamique. Malheureusement, je pense que c'est
complet puisqu'on peut toujours jouer qu'avec une jauge réduite. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion à un moment donné de la voir ou de regarder sur les réseaux sociaux ou sur Facebook, ça vaut vraiment la peine. Alors vous, Edgar Cosma, vous vouliez parler de quelque chose, on va regarder aussi, mais c'est plutôt une série. Comme tout est complet dans les salles, je vais vous proposer de regarder une série gratuitement sur Ovio, une série anglaise dans le série corner d'Ovio qui s'appelle It's a Sin. Et donc c'est une série c'est une mini-série en plus, donc je crois 5 épisodes. Donc, pour les gens qui disent que les séries sont trop longues, c'est parfait. Et ça développe le thème l'apparition du sida dans les années 80 à Londres, dans la communauté gay. Et donc c'est très intéressant, c'est vraiment une super série, mais en plus c'est intéressant de voir ça depuis une nouvelle pandémie 20 ans plus tard, parce qu'on voit comment apparaît une pandémie, comment les médecins au début ne comprennent pas, comment les politiques disent oui bon c'est pas si grave et tout. Et on se rend compte quand même, pour dire un truc positif, que je trouve que la pandémie a été gérée de manière plus humaine 20 ans plus tard. L'époque avait l'air plus dure, en tout cas, plus comme au moins moment humaine. du sida, effectivement, les gens concernés par le sida étaient particulièrement stigmatisés. Et moi, je désire vous parler d'un ovni télévisuel. Il s'agit d'Envolées sonores, dont la première diffusion a lieu justement ce soir sur BX1, après le journal de Jean-Christophe Peuzet. C'est une balade et une visite onirique et en drone d'un bâtiment iconique bruxellois. Aujourd'hui, ce sera, si je me souviens bien, la basilique de Koekelberg. Élodie Fourneau et Antoine Van der Straten aux commandes. Je vous propose un petit extrait du teaser. Un drone, du son, de la rêverie. Ensemble, nous voulons vous faire découvrir des espaces urbains emblématiques, mais aussi des joyaux plus inaccessibles. Notre idée est de faire une balade immersive avec sur le chemin ambiance et poésie. Bienvenue dans Envolées sonores. Ça me donne des frissons chaque fois qu'on le passe. Ça passe juste après le journal. Et ça vaut la peine, c'est très différent de tout ce qu'on peut voir sur n'importe quelle chaîne de télé. Merci à tous d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro des experts. Au revoir.